Bonsoir à tous, donc vous que le roi va arriver. Je voudrais au niveau des procurations, donc Valérie Boigard donne procuration à François Raoult, Sabine Déby donne procuration à Christophe Lacoste et Florent Martin me donne procuration et Stéphane Chauffit est excusé car il est en déplacement, il lui donner une procuration. Voilà. Les informations continues, peut-être on va les mettre dans les questions diverses à la fin. On va donc commencer par une information qui est le jury d'assises. Donc, en application de la loi des 18 18, modifiée conformément à l'article 161 du Code de procédure pénale, dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, procède à un tirage au sort à partir de la liste électorale. Pour l'année 2023, le nombre de jurés est fixé à 3 pour la commune de Canonnet. La liste préparatoire doit donc comporter 9 noms. Donc, sur la base de la sélection extrait du logiciel millésime liste électorale, je vais vous faire lecture de la liste des 9 administrés pour siéger en qualité de juré. Alors, par ordre, donc en numéro 1, Paquet, épouse Mandon Mode. Je ne vais pas vous donner date de naissance, lieu de naissance et le domicile. Tous les gens de Canonnet, bien évidemment. En 2, Élodie Foucault. En 3, Philippe Fleutelot. En 4, Maria Anicarico, épouse Spagnolo. En 5, Johan Serré. En 6, François Céreza-Maury. En 7, Aurélie Sachot. En 8, Maxime Landon. Et en 9, Véronique Verne, épouse Févet. Sur le rapport numéro 1, qui est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 avril 2022, y a-t-il des questions? Non. Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je n'étais pas là. J'étais pas là. Une abstention. Ok. Et oui, vous abstenez. Ok. Le rapport numéro 2, modification de cette commission. Donc, je vous informe donc que Émilie Bastier, qui était conseillère municipale déléguée à la communication, a souhaité, pour des raisons notamment professionnelles, ne plus avoir en charge de délégation. Donc, il a fallu que je fasse un retrait de délégation pour Émilie Bastier, que je remercie pendant ces 2 années qui a servi la communication dans notre collectivité. Merci Émilie. Donc Émilie reste conseillère municipale. Et j'ai donné cette délégation à la communication à Valérie Grange en remplacement de Émilie Bastier. Alors au niveau, on vous a remis toutes les commissions là. Donc au niveau des commissions, les changements qu'il y a, c'est qu'il y a eu une petite erreur. Émilie Bastier n'est plus dans la commission communication. Valérie Grange l'intègre et devient vice-présidente. Et la commission finance, donc Valérie Grange remplace Émilie Bastier dans la commission finance. Voilà. Et donc la commission communication est composée de 7 membres et 8 pour la commission finance. Y a-t-il des questions? Non, pour faire une remarque. Voilà. Juste féliciter Émilie pour le travail qu'elle a fait jusque-là. Merci. Très bien. D'autres remarques ou questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 3, Convention droit de chasse, Marc Duval. Bonsoir à tous. Bien, donc nous vous proposons de réaliser 2 contrats de baux de chasse. Alors, le premier, c'est un renouvellement, puisqu'il y avait déjà un contrat de bail de chasse sur la forêt communale, qui est ici en 2017 pour une durée de 3 ans et qui n'avait pas été renouvelé. Donc là, il est proposé de le renouveler en l'état, c'est exactement le même texte, mais
un deuxième bail de chasse qui concerne les parcelles des Isles Est qui sont situées entre le plan d'eau des pêcheurs, la digue de Craponne, la Durance et le Laval. Ça représente une surface d'une dizaine d'hectares. Et donc ces deux baux sont proposés avec une contribution financière de 100 € pour chaque bail. D'accepter les termes de ces baux pour un loyer de 100 € annuel et d'autoriser M. le maire à signer ces contrats. Vous avez des questions? Le deuxième bail est pour 1 an. Le premier pour 5 ans. D'accord. Oui. À quoi ça consiste exactement? Alors ça consiste, donc les deux baux sont annexés à l'ordre du jour. En fait, ça donne des obligations et des droits à l'association de chasse lanière. Donc en termes de droits, ça leur donne le droit de chasser les jours d'ouverture de chasse dans des conditions légales, comme c'est le cas sur tout le territoire communal. Et ça leur donne également le droit de réaliser des aménagements, de créer des points d'eau et de créer des points de nourrissage pour le gibier. Ça n'empêche absolument pas les activités, que ce soit de promenade, d'agriculture, de travaux, d'aménagement, toutes les activités qui sont sur le territoire communal. Et ça les oblige également à signaler leur activité de chasse. Et également, ça leur donne une obligation en termes de régulation du gibier et des espèces nuisibles. Voilà, et ça leur coûte 100 €. À l'issue des baux, on peut leur demander de remettre en état initial les terrains loués. Donc en fait, c'est pas un bail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'exclusivité sur ces terres. C'est un bail de chasse, donc en fait, ils ont un droit de chasse et d'aménagement pour les activités de chasse. Donc, tout est bien précisé dans les baux. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 4, convention de partenariat relais tourisme 2022, donc la compétence au tourisme, dont j'ai une partie, la charge de l'animation territoriale à côté LUP. Vous savez, il est transféré donc à l'intercommunalité en 2017. Vous savez également que donc, il n'y avait plus de permanence de l'Office du tourisme sur Cadenet aujourd'hui. C'est la Maison du citoyen qui fait tourisme sur Cadenet. Donc l'association Luberon Sud Tourisme propose à Cadenet d'être un relais tourisme afin de pouvoir communiquer, transmettre des informations aux administrés et aux touristes, puisque ça se produit dans chaque village où il y a un point de relais tourisme. Il se matérialise par un autocollant qui sera apposé sur la façade de la Maison du citoyen. Pour ce faire, une convention sera signée, elle est jointe au document, entre la commune de Cadenet et l'association Luberon Sud Tourisme afin de définir les engagements de chacun. Et depuis plus d'1 an, nous avons de la documentation à destination des touristes qui le souhaitent dans la maison du citoyen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc nous avons lu attentivement cette convention qui, bon, pas grand-chose dessus, on est d'accord. On se demandait si, de la même façon, les événements de Cadenet étaient transmis et communiqués à l'Office du tourisme pour en faire le relais. Et que du coup, on se demandait s'il ne fallait pas le mentionner dans cette convention également, pour qu'il y ait un retour, enfin qu'il y ait les deux côtés en fait. Ça, c'était la première chose. Et la seconde chose, c'était par rapport à la maison du citoyen, on se demandait si les horaires de la maison du citoyen allaient être adaptés à la saison touristique, c'est-à-dire est-ce qu'elle allait être plus ouverte sur des horaires qui seront peut-être plus adaptés aux touristes, ou pas, ou si c'était pas prévu. Alors, pour l'instant, c'est pas prévu parce que nous avons un des deux agents qui est en charge de la maison du citoyen qui a demandé donc un congé parental et qui va travailler à partir du 1er juin que 3 jours. Voilà. Donc, ça limite les possibilités d'ouvrir plus la maison du citoyen. Et sur la réciprocité, oui, on peut l'inclure dans la convention. Donc, je verrai avec l'Office du tourisme par rapport
événementiel, hein, chose qui se fait déjà depuis pas mal de temps, hein, où on donne nos festivités, comme chaque commune, à l'Office du tourisme qui les diffuse. Du coup, et il les diffuse comment? Et diffuse sur des supports sur Internet, Facebook, et aussi sur des supports papier, quand ils ont l'événement pendant la publication D'accord, mais par exemple, la maison du citoyen, enfin, si, je dis une bêtise, mais si quelqu'un dépose des événements, des flyers à la maison du citoyen, il n'y a pas de personne, ou je sais pas, qui transmet ces flyers à l'Office du tourisme. Ça n'existe pas. Estelle, dans la maison du citoyen, transmet à l'Office du tourisme la manifestation, si elle n'a pas été déjà donnée. Hein. Oui, ça oui, elle le fait. Hein. Ouais. Elle peut transmettre des flyers, elle le scanne, elle l'envoie. Il n'y a pas de souci. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport 5 concerne la convention triennale avec l'État pour la tarification de la cantine à 1 €. Je passe la parole à Valérie Sanacci. Merci, bonsoir. La restauration scolaire, c'est un service indispensable pour les familles. Elle apporte aux enfants des repas équilibrés, de qualité, constitués de produits 80% bio ou circuits courts locaux. Et donc, afin d'alléger le poids des dépenses d'alimentation pour les familles défavorisées, l'État soutient la mise en place pour les collectivités de tarification sociale des cantines scolaires. Donc, il verse une aide financière de 3 € par repas servi, à condition que le tarif maximal soit de 1 € pour les familles. Dans le cadre d'une grille tarifaire progressive qui est calculée selon les revenus des familles ou idéalement au quotient familial. Donc cette grille doit comporter au moins 3 tranches, dont une tranche inférieure ou égale à 1 € et une supérieure à 1 €. Donc l'État s'engage à travers la convention à verser l'aide aux communes éligibles et cette convention est conclue pour une durée de 3 ans. Donc il est demandé ce soir au conseil municipal d'approuver les termes de cette convention, d'autoriser le maire à la signer. Vous avez des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dans le rapport 6, je repasse la parole à Valérie pour la tarification des structures enfance-jeunesse. Merci, oui, donc il s'agit du prolongement du rapport 5. Donc, je vous l'ai dit, une aide financière est accordée par l'État aux communes rurales de moins de 10 000 habitants considérées comme défavorisées, qui instaure une grille tarifaire progressive, donc un tarif au moins égal ou supérieur à 1 € et un tarif égal ou inférieur à 1 €. Donc cette aide a pour objectif de proposer un repas pour chacun des élèves des écoles de Cadenet avec une tarification sociale pour les familles les plus modestes. Donc les tarifs de restauration scolaire n'ont pas fait l'objet par ailleurs de revalorisation depuis la rentrée scolaire 2017-2018, bien que les coûts d'approvisionnement et de fonctionnement du service aient augmenté. Donc Monsieur le maire propose à l'Assemblée une nouvelle méthode de calcul des tranches tarifaires au quotient familial comportant un ajustement ainsi qu'une révision des tarifs de la restauration scolaire. La méthode de calcul des tranches tarifaires actuelles ayant révélé certaines inégalités face aux compositions et aux situations financières des familles, le nouveau système basé sur le quotient familial inclut une tranche supplémentaire qui permettra une tarification au plus proche des ressources des familles, donc qui est établie selon le tableau que vous avez dans le rapport. Donc on propose 4 tranches. Donc c'est un travail qui avait été fait en commission enfance-éducation. Donc on avait proposé d'ajouter une tranche de tarification à 1 € et on avait également proposé au cours du premier semestre 2021 de revaloriser les tarifs de 30 centimes d'euros. Et donc ça a été validé par la commission donc, le 2 novembre 2021, donc par repas pour les 3 autres tranches. Donc les tarifs minimum et maximum des services périscolaires, études surveillées et ateliers éducatifs sont maintenus. Simplement, on ajoute une nouvelle tranche que l'on crée. Donc les tarifs de l'accueil de loisirs, de la récré du mercredi et de la passerelle, eux, restent inchangés. Pardon? Oui.
Donc il est demandé aux membres du conseil municipal d'abroger les délibérations numéro 52-2018 et numéro 49-2017 ainsi que numéro 38-2013 relatives à la tarification des structures enfants-jeunesse et d'appliquer cette nouvelle grille tarifaire à compter du 1er septembre 2022. Avez-vous des questions? Oui, juste une petite précision. S'il y a un changement de situation familiale en cours d'année, est-ce qu'une personne peut changer de grille, enfin oui, bien de sûr. tranche, hein, Bien ça sûr. s'adapte à la bien situation sûr. familiale? D'accord. Tout à fait, c'est ajustable. Oui, nous, on est un peu, alors bien sûr, on est favorable à la délibération précédente, hein, vous l'avez vu. Par contre, nous constatons que du coup, cette revalorisation de 30 centimes par tranche fait que la hausse, elle est impactée davantage sur la tranche de coefficient familial la plus faible, c'est-à-dire de 11%, ce qui nous paraît énorme, et de 9% pour la tranche 3 et de 7% pour la tranche 4. Donc ce qui nous fait conclure que du coup, cette hausse tarifaire a un impact supérieur sur les personnes qui ont un quotient familial le plus faible, ce qui fait que nous, on ne trouve pas ça tout à fait cohérent et responsable. Et de plus, on trouve que c'est supérieur à l'élévation du coût de la vie qui est une réalité, mais qui n'est pas forcément en adéquation avec cette hausse-là. Et donc, nous, on voudra voter contre cette délibération. Alors j'entends, moi je voulais juste faire une petite mise au point parce que j'entends les remarques qui sont faites régulièrement, mais je voulais rappeler quand même que ça a été discuté en commission, validé sur le principe en commission puisque vous faites partie aussi des commissions et que vous n'y êtes pas opposé en commission, comme le règlement intérieur, comme le permis à points. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite mise au point parce que les commissions servent aussi à discuter ensemble de ça et à éventuellement évoquer vos positions et les raisons pour lesquelles vous ne validez pas ou vous n'êtes pas forcément en adéquation avec ça. Voilà. Juste ça pour dire également que cette tranche que tu évoques, ça concerne très peu de familles en pourcentage et les familles qui étaient surtout impactées par les tarifs élevés faisaient partie de la tranche 3. C'est pour ça qu'on a créé une tranche intermédiaire 3 et 4 pour justement mieux répartir les coûts et que ce soit plus équilibré pour les familles. Voilà. J'entends tes remarques, je voudrais juste préciser que quand même, il faudra, je pense, faire attention à comment on le communique parce que, effectivement, je pense que certains citoyens, certains parents pourraient considérer que cette rajout de tranche à 1 euro fait que du coup, eux, ils payent plus cher. Et du coup, la communication sera importante. Tout à fait, tout à fait. Oui, tu as raison. Oui, par rapport à ta remarque de tout à l'heure, c'est sûrement vrai qu'on n'a pas fait des remarques en commission. On n'est peut-être pas assez attentif. On n'a pas de note de synthèse comme dans les commissions. On ne peut pas faire les calculs directement, etc. On a fait les calculs un peu après. C'est vrai que quand on va à 30 centimes, on dit c'est pas grand-chose, mais quand on remarque que c'est une hausse de 11%, ça parle un peu plus, parce qu'en plus c'est sur toute dynamique. Donc effectivement, des fois on ne fait pas les remarques en commission, mais on regarde peut-être plus en détail les notes de synthèse que les papiers qui nous arrivent en commission. C'est pas un reproche que je te fais, hein, mais voilà, on a un peu plus de temps pour réfléchir, pour regarder les textes, etc. Voilà. Bonsoir à tous. Juste pour remettre en perspective les augmentations, ça a pu augmenter depuis 2017. Donc on a augmenté de 11% sur 6 ans. Donc on est largement en dessous de l'augmentation du prix de la vie. C'est des maths. Hein. Ça fait beaucoup d'un coup. Ça fait beaucoup d'un coup. Ça fait quand même beaucoup d'un coup. Oui, on a une augmentation de rattrapage sur une année, mais qui ne représente pas l'augmentation du prix de la vie sur 6 ans. Non, juste que ce soit clair en mathématiques. J'entends bien, j'ai pas besoin de leçons là-dessus, mais c'est déjà beaucoup d'un coup, et surtout à une période où les gens payent beaucoup plus cher beaucoup d'autres choses. Donc voilà, la hausse des prix est très importante en ce moment, donc ça fait quelque chose encore plus dessus. Je voudrais vraiment insister sur justement la répartition de ces tranches, qui fait que en fait, personne ne va payer plus, parce que ceux qui étaient dans la tranche haute, enfin par exemple dans la tranche 3, ils vont passer en tranche 2, donc ils vont payer un peu moins,
Et c'est la même chose pour ceux qui étaient dans la tranche basse de la tranche 4, qui vont passer en tranche 3, donc qui paieront moins cher que ce qu'ils payaient avant. Voilà. Donc ceux qui vont être un peu impactés, c'est en effet ceux qui étaient dans la tranche haute de la tranche 3. Voilà. Quand vous regardez donc ceux qui payaient déjà voilà, et qui avaient des revenus confortables. Voilà. On a fait toutes les simulations et on a vraiment adapté ces tranches pour que les gens soient le moins impactés et que tout le monde s'y retrouve financièrement. Vraiment. Au lieu de mettre les 30 centimes à chaque tranche, est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de faire au prorata justement un peu plus progressif? C'est ce qui est fait. C'est par rapport aux revenus et au quotient familial. C'est calculé. Donc c'est pas en proportion. C'est 30 centimes par repas, oui. Quel que soit le coefficient familial des trois autres tranches. Oui, bien sûr, parce que l'augmentation elle est sur chaque en effet, sur le repas. Faire une plus grosse augmentation à la tranche 4 qu'à la tranche 2. C'est ça le prorata de la tranche. Oui, j'entends. Sauf que là, dans la tranche, sauf que dans la tranche 3, on avait vraiment quand même un volume important de familles, et il y en avait qui étaient à la limite de la tranche 3, mais qui en effet avaient des revenus quand même modestes. Donc là, ils basculent en tranche 2, inférieure. Donc finalement, et avant, c'était pas au quotient familial en effet. C'était des tarifs. En fait, le tarif augmente, mais la somme à payer pour les familles baisse. C'est un peu compliqué à intégrer pour la plupart. Si j'ai bien compris. Oui, pour la plus grande majorité en effet. Parce que là, sur la tranche 4, 38% des gens vont payer 1 euro. Avant, ils payaient 2,63. Il y a un élargissement des tranches. Ceux qui payent 1 euro, il n'y aura pas d'augmentation puisqu'ils vont payer beaucoup moins cher que ce qu'ils payaient. Donc c'est les revenus les plus modestes. Tout à fait. Mais on parle des... Oui, voilà, de celle-là, la tranche 2. Elle augmente. Il y a plus de monde. Il y a d'autres questions? Merci. Donc, comme le disait Samantha, il faudra faire une très bonne communication, mais comme je sais que vous êtes des élus responsables, je sais que vous ferez une bonne communication, j'espère qu'il n'y aura pas d'interprétation. Donc je passe au vote du point 6. Qui est contre? Qui s'abstient? 2, parce que tu votes contre pour Sabine là? Non, je vais m'abstenir pour ça. Alors, 4 abstentions et 1 contre. Donc, c'était le point 6, on passe au point 7, c'est le règlement de la cantine, et je repasse la parole à Valérie. Merci. Donc, nous avons mis en place un règlement intérieur qui fixe les conditions de fonctionnement de toutes les structures périscolaires. Donc, ce règlement a été adopté par délibération du Conseil municipal, donc numéro 40 en 2021, lors du Conseil municipal du 7 juin 2021. Donc, pour rappel, le règlement définit les règles de fonctionnement des restaurants scolaires, des temps d'accueil périscolaires, les modalités d'inscription, les devoirs et les obligations de chacun, les sanctions possibles si ce règlement n'est pas respecté, et ainsi que le système de calcul des tranches tarifaires des différentes structures dont nous avons parlé précédemment. Il fixe également les modalités de facturation et en annexe, on y trouve donc le permis à point. Donc vous avez en annexe le règlement intérieur qui a été joint, qui prendra effet le 1er septembre 2022. Donc, il y a eu quelques petits ajustements, mais qui sont vraiment très marginaux. Donc il est demandé aux membres du conseil municipal d'abroger la délibération numéro 40-2021 relative au règlement intérieur des services municipaux de l'enfance et de valider les termes du présent règlement, donc d'autoriser le maire à signer, à mettre en œuvre et à signer tous les documents qui s'y rapportent. Il y a des questions? Donc là, c'est bien un rapport sur les services municipaux et que pas seulement sur la cantine,
Oui, c'est le règlement global de tous les temps d'accueil périscolaire. Bon, nous, vous connaissez notre position sur le permis à points, tu l'as évoqué précédemment, donc on ne va pas s'associer non plus à ce vote-là, parce qu'on pense toujours la même chose sur ce permis à points. On se demandait d'ailleurs ce qu'il en était par rapport à ce qui est écrit dans ce règlement concernant ce permis à points qui pourrait être étendu à la cour. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ça n'a pas été le cas? Pas pour le moment, parce que ça ne s'avère pas nécessaire. Ça se passe plutôt bien là sur le temps méridien, hors temps en cantine. Il y a la conciliation par les pairs qui fonctionne plutôt bien. Donc pour le moment, on le maintient uniquement sur le temps de restauration qui est le temps le plus compliqué parce que les enfants sont nombreux et que les temps sont courts, que c'est aussi des temps où ils ont besoin de se défouler, puisque c'est le temps du midi. Ils se tiennent immobiles toute la matinée, donc le midi, ils ont besoin aussi d'espace de liberté. Donc ce temps de cantine, ça peut toujours être un temps un peu délicat, et pour eux et pour les adultes. Voilà. Et j'avais une autre question. L'année prochaine, il va y avoir une ouverture de classe. Est-ce que cette ouverture de classe va être absorbée dans les différents services qu'il y a entre midi et 2, ou est-ce que, je sais que c'est pas... c'est combien d'élèves en plus? C'est 5 ou 6 élèves en plus, je suppose, par rapport à cette ouverture de classe, ou peut-être davantage. Est-ce qu'on sait combien d'élèves qui vont être en plus? Là, c'est potentiellement 25 enfants. Oui, de plus. C'est des donc, enfants par qui service. sont déjà là. Oui, voilà. Non, c'est pas... C'est pas obligatoire. C'est pas des enfants qui sont déjà là, puisque c'est des enfants qui vont arriver de la maternelle. Donc c'est une cohorte un peu plus nombreuse qui arrive de la maternelle et qui va rentrer en CP, qui motive donc l'ouverture d'une classe. Sachant que cette classe, elle avait fermé cette année, mais sur 2020-2021, on avait de toute façon déjà un effectif qu'on va retrouver là en 2022-2023. Donc pour nous, il n'y a pas de difficulté à absorber cet effectif. Même si en effet on constate que les enfants sont de plus en plus nombreux, notamment sur le temps d'accueil le matin en garderie. Voilà. Donc, et étant donné qu'on a un quota, c'est-à-dire qu'on a un nombre d'animateurs pour un nombre d'enfants, en effet, on peut être à la limite. Oui, la question, je ne sais pas si c'est pas forcément 25 élèves. Là, justement, on espère une ouverture de 6e au collège. Et ça peut se jouer à 5-6 élèves, justement, parce que ça fait déposer les effectifs. Parce qu'ils sont nombreux à arriver de la maternelle. Ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'ils étaient là sur la rentrée. Ok, très bien. Pas d'autres questions? Qui est contre ce règlement? 5. Qui s'abstient? Le rapport numéro 8, subvention exceptionnelle, je passe la parole à Nicole Beau. Bonsoir à tous. Alors, je propose à l'Assemblée d'affecter une subvention exceptionnelle de 530 € à l'association Les Lunettes Agiles. C'est pour leur permettre la finalisation des travaux supplémentaires de l'extension des jardins partagés qu'ils ont fait. Voilà, donc, si vous avez des questions, c'est la suite. Non. Bon, on passe au micro. Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 9, demande de subvention parcours de Lausier. Je passe la parole à Émilie Bastier. Alors, c'est tout simplement en fait une correction sur le dernier rapport qui avait été voté au conseil municipal du 30 mars. Donc, tout simplement parce que la demande de subvention avait été faite sur des bases de montants TTC, alors qu'elle doit être faite donc sur des montants hors taxes. Donc, il convient de délibérer à nouveau sur le plan de financement hors taxes, la commune assurant un préfinancement par le biais du fonds de compensation de TVA, de la majeure partie de la part TVA. Donc, on vous a remis le tableau juste en dessous dans le rapport. Donc, qui s'élève donc une opération à 55 300 € hors taxe. Donc, une demande de subvention est État FNADT à hauteur de 22 120 €, qui représente donc toujours le 40%. La région 22 120 et la commune reste à charge 11 060. Donc, on demande aux membres du conseil municipal d'abroger la délibération portant sur le même objet, d'adopter l'opération du parcours patrimonial de Lausier dans son ensemble, d'approuver donc le plan de financement prévisionnel, d'autoriser monsieur le maire à faire la demande de subvention FNADT État pour un montant de 22
120 €, d'autoriser M. le maire à faire la demande de subvention à la région pour un montant de 22 120 €, d'autoriser M. le maire à lancer la consultation et à notifier le marché, et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette opération. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je passe au rapport 10, notification du marché d'aménagement chemin de Vervillières. Pierre Lorino. Bonsoir à tous. Bon, pour ce marché de l'aménagement des chemins de Vervillières, nous avons mis en concurrence des entreprises lancées selon la procédure adaptée MAPA par un avis publié sur Vaucluse Hebdo le 3 mars 2022 concernant les travaux d'aménagement du chemin de Vervillières. Suite à l'analyse des offres par le maître d'œuvre M. Dupin, dont l'estimatif des travaux était de 118 950 € hors taxes, 5 entreprises ont fait parvenir leur prix avant la date de réception, soit le 1er avril 2022. À l'issue du classement opéré, selon les critères préalablement définis dans le règlement de la consultation, il y a les critères de prix sur 40%, critères de valeur technique sur 60%. Il ressort que le marché est attribué à la société EFAL pour un montant de 116 178 €. Vous avez des questions? Oui. J'ai des questions d'ordre général par rapport au marché public que l'on va lancer à partir de maintenant et peut-être même depuis le début de l'année. Il faut maintenant respecter la loi AGEC avec les clauses d'insertion et les clauses relatives au développement durable dans le marché public. Est-ce qu'il y a un travail en interne qui a été fait par la commune pour intégrer ces nouvelles clauses? Si ce n'est pas le cas, comment vous comptez procéder? Et est-ce que ça a été pris en compte pour ce marché? J'imagine que c'est pas. Alors ce marché il est très ancien puisque c'est un marché qui date depuis plus de 10 ans, qui aurait dû être en place depuis longtemps. On en parle depuis longtemps, mais on renouvelle au budget cette somme. Donc sur les futurs marchés, bien évidemment, on se mettra en conformité avec la loi, bien évidemment. Voilà. Mais pas sur celui-là, puisque celui-là, il est très ancien, donc... Non, mais il a été lancé en 2022. Donc il doit respecter ces clauses. De toute façon, elles sont en cours les décrets tombent petits les uns après les autres. Hein, donc oui, voilà, donc c'est que les décrets seront en place, on appliquera la loi, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il n'y a pas pour le moment de réflexion en interne sur l'application de ces décrets de la loi AGEC par rapport à... Jonathan, est-ce qu'ils ont été prononcés? Moi, je n'ai pas connaissance. Ah, si. Est-ce qu'ils ont été publiés? Oui, tout à fait. Ni la ressource, ni matériellement, ni les moyens de le faire. Et vous en aviez parlé dans le conseil précédent. Il faut avoir une réflexion globale dessus et effectivement faire un bon travail qui va permettre de le faire. Parce que nous, techniciens, on n'a pas. Après, trouver des élus qui puissent s'en occuper et qui soient présents. C'est pas tout de faire un groupe de travail, mais il faut de la présence. Oui, mais là, il s'agit d'appliquer la loi, qui est la loi AGEC avec l'article 58. Les décrets d'application sont publiés. Moi, c'est dans le cadre de mon travail, c'est ce que je suis, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Après qu'il faille une réelle expertise en commune, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je veux bien travailler avec vous là-dessus, puisque c'est un de mes cœurs de compétences. Par contre, il va falloir vraiment s'y pencher dessus, parce qu'il va falloir vraiment les appliquer et rendre des comptes à l'État d'ici la fin de l'année et sur l'année 2023. Et effectivement, ce sont des choses qui sont complexes à mettre en place. Par contre, il existe des outils et des plateformes d'accompagnement, notamment sur les clauses d'insertion sociale, avec des plateformes dont j'ai les noms tout de suite, mais qui nous reviendront, qui peuvent nous aider justement à trouver des entreprises locales qui sont labellisées et qui rentreront dans les clauses du marché. Mais je pense que l'État va nous aider aussi à appliquer ces décrets, parce que c'est bien beau de prendre des décrets, mais si pour les mettre en place, personne ne comprend rien, ça va être très problématique.
Voilà, les moyens de les appliquer. C'est vrai, surtout sur les appels d'offres. Parce que les appels d'offres, effectivement, c'est des gros chantiers, des grosses entreprises, etc. Nous, globalement, 99,9%, c'est du MAPA. C'est valable sur les MAPA oui, aussi. Non, mais les petites entreprises ont beaucoup plus de difficultés, même eux, à le mettre en place. Et donc, à proposer des chantiers, enfin, recruter des agents qui répondent à toutes les clauses. Donc, c'est toute la difficulté, c'est pas vouloir le faire, il faut avoir les moyens et que le tissu économique puisse suivre aussi, parce que sinon, vous n'emploierez jamais les entreprises. Alors, ça, on est bien d'accord. Après, il y a des filières qui se développent par rapport pour se mettre en conformité avec cette loi-là, et des communes qui sont déjà en avance là-dessus, qui ont porté des réflexions, qui partagent sur la plateforme Rapide, par exemple, et qui permettent d'accompagner les collectivités, de poser les questions, etc. Et de trouver... tout ça pour dire qu'il faut se saisir de cette problématique en interne, parce qu'il va falloir s'y conformer de toute façon. Et il y aura là, d'ici la fin de l'année, il y a des comptes à rendre à l'État, puisque donc, sur le topo des marchés publics, il faudra rendre des comptes sur combien on a dépensé et combien on a pris en compte ces clauses environnementales et ces clauses sociales. On n'aura pas le choix. Après, est-ce qu'il y aura des contraintes financières derrière? Des pénalités financières, ça j'en sais rien encore, c'est pas encore défini, mais ça va arriver, c'est sûr. Pas forcément cette année, pas forcément l'année prochaine. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il va falloir qu'on se pose la question en interne, nous, les élus, et qu'on accompagne effectivement les techniciens à se mettre en place là-dessus. Ça, c'est une réalité. Et moi, je suis volontaire pour participer à ça. Oui, il faudra certainement, oui, comme dit Isabelle, des ressources externes, parce qu'à l'interne, on ne pourra pas le faire. Voilà. Donc, que l'État nous donne aussi les moyens. Donc, j'ai interrogé le préfet pour avoir toutes les filières qu'on peut avoir pour travailler sur ça. Maintenant, moi, je suis tout à fait ouvert à ce que le groupe de travail se mette en place déjà à travailler sur ça. Donc, je vous lancerai un appel qui veut participer à ce groupe de travail pour ces clauses environnementales et sociales que nous impose l'État. Voilà. Autre question? Donc, modification du marché de Vermilière, qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Le rapport 11, donc c'est le service, c'est par rapport à tout ce qui est RH. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une classe supplémentaire va ouvrir à l'école primaire à la rentrée prochaine. Donc, il est difficile pour l'instant d'évaluer la pérennité de cette dernière et de fait d'envisager la création de postes pérennes sur le service petite enfance. Donc, considérant que la responsable du service enfance est de plus en plus sollicitée administrativement, il est envisagé dans l'organisation du service enfance pour la rentrée 2022-2023 de la détacher tous les matins sur la mairie et la sortir du terrain afin de pouvoir travailler avec la directrice générale des services sur des projets et dossiers de fonds qui sont de plus en plus importants, ce qui permettra en cas d'absence d'un animateur d'avoir une ressource disponible en urgence. Donc je vous propose de créer 2 emplois non permanents à temps non complet d'adjoint d'animation, un de 27 heures, alors qu'avant il était à 18h30 de le passer à 27 heures, et un à 16h30. Ce sont des postes annualisés sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et pas 22. Il y a eu une coquille là. Voilà. Également sur le service entretien, compte tenu d'un départ à la retraite dans l'équipe et pour compléter l'équipe d'agents d'entretien, et avec l'ouverture d'une nouvelle classe également, je vous propose de créer 2 postes non permanents à temps non complet d'adjoint technique pour assurer les fonctions de nettoyage des bâtiments communaux, un à 17h et l'autre à 14h30. Ces deux postes seront annualisés sur la période, là aussi il y a une coquille, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Et concernant les services techniques, afin d'assurer les accroissements temporaires d'activité liés aux manifestations, événements ou toute autre évolution temporaire d'activité, je vous propose de créer un poste non permanent à temps complet pour les services techniques. Et une 4e proposition, vous l'avez ça a été rajouté, vous l'avez dans la pochette qui vous a été remise, c'est concernant le service à la population. Donc concernant
considérant le départ d'un agent au sein du service à la population, ça aussi, ça a été imminent, donc il a fallu se mettre en route. Et afin de permettre le titulage pendant une période d'1 mois, il est nécessaire de créer un nouveau poste pour permettre le recrutement. Je propose de créer un poste permanent à temps complet, ouvert dans le cadre d'emploi des rédacteurs, deuxième classe, à compter du 1er août 2022 au service population. Cet agent aura en charge la responsabilité du service urbanisme, élection, état civil, cimetière, accueil au public. La priorité sera donnée au recrutement par voie de mutation. Voilà donc pour ce rapport numéro 11 sur les créations de postes. Est-ce que vous avez des questions? Oui, sur le poste qui est créé sur les services techniques, il n'y a pas de durée. Pourquoi? Parce qu'on sait, il n'y a pas autant sur le service entretien, il y a une durée précise. Pourquoi là, il y en a ça? Oui, c'est parce que c'était pour les ordres de personnes dessus, c'est un poste qui sera ouvert. Et pour si on a un surcroît de travail, il sera ouvert et on pourra directement embaucher quelqu'un. Voilà. Sinon, on est bloqué sur la grille là. D'accord. Et d'autre part, sur le service entretien, donc on voit la création de 2 postes à temps partiel, les 2 qui ne font même pas un temps plein si on les cumule. Pourquoi on ne privilégie pas justement une seule personne avec un temps de travail supérieur que 14h30 on va déjà augmenter des gens qui ne sont pas à temps complet. On va déjà augmenter leurs heures par rapport à ce départ à la retraite. Et après, le souci qu'on a, c'est que là, Isabelle, il travaille en ce moment dessus. C'est un vrai casse-tête pour pouvoir avoir des gens opérationnels sur des bâtiments au même moment. C'est pas toujours évident. Donc on est obligé malheureusement de passer par des... Si on n'avait que les 35 heures, on ne pourrait pas nettoyer toutes les classes, tous les bâtiments communaux, foyers ruraux, foyers laïcs au même moment. C'est pas possible. Donc on est obligé de créer des temps partiels, malheureusement. Je comprends que partiellement, parce qu'à un moment donné, si c'est de l'entretien, qu'il soit fait le matin, le midi, le soir, à 16h, à 20h. En fait, tous les bâtiments, ils ont des horaires, mais le foyer, par exemple, à partir de 9h, il est utilisé. La cantine, c'est toujours de 11h30 à la mairie, c'est avant l'ouverture. En fait, on a toutes les contraintes liées à l'utilisation des bâtiments, ce qui fait que les plannings d'activité des agents d'entretien se limitent souvent avant 9h, on va dire, de 11h30 à 13h30, et le soir après 17h. Donc en fait, déjà on a augmenté beaucoup d'agents titulaires, et plus on augmente, en fait, plus on va vers des postes à temps plein, plus on se retrouve avec des gens qui vont avoir beaucoup d'heures, mais on peut les mettre limite pas. Donc on est obligé, ça c'est 2 postes qu'on a tous les ans, on est obligé d'avoir 2 postes effectivement avec peu d'heures, qui permettent d'une part de compléter ce qu'on a besoin, et aussi de faire le pendant, c'est-à-dire si une n'est pas là le matin, celle qui est que le matin, elle peut faire le remplacement l'après-midi. Donc c'est vrai que c'est des postes, c'est pas un choix, c'est vraiment par rapport à l'organisation, et on a beau le tourner dans tous les sens, je vous assure que c'est un livre. Et du coup, c'est d'autant plus difficile de trouver des personnes sur des temps. Et on a la même problématique sur l'animation. Pareil. Je pense qu'il est important sur le temps partiel, c'est que les gens qui ont des contrats à temps partiel, soit des gens qui ont un temps partiel choisi et non subi. Donc effectivement, ça rentre parce que ça peut arranger des moments d'avoir juste l'activité réduite en complément de ressources familiales. Effectivement, c'est important que ça soit choisi et non subi, que ce ne soit pas imposé. Oui, parce que c'est quand même important de préciser qu'il n'y a que les collectivités, les communes et pas les collectivités territoriales qui peuvent faire des contrats de moins de 21h, 18h. Dans les entreprises, on a 21h, dans les entreprises, on n'a pas le droit parce que c'est trop précaire. Après, l'entretien, ça se fait la nuit, par exemple. Oui. Mais voilà. Ou des sociétés extérieures qui sont publiques. Déjà travailler la nuit. Malheureusement. Le lendemain, voilà, c'est pas la même activité. D'autres questions sur ces créations de postes? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe au rapport 12 des affectations, déclassements et cessions d'un morceau de terrain au profit de Côté Lupe. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, c'est exactement la même délibération qu'on avait eue le 25 janvier 2020,
2, vous vous souvenez, c'est un morceau de terrain qu'on a donné, les 425 mètres qu'on doit vendre, pardon, à côté de lui, pour faire un pôle multimodal. On avait juste oublié, enfin, on n'avait pas désaffecté et déclassé, donc on n'avait pas demandé le nouveau numéro de parcelle, donc on ne pouvait pas le battre. Donc aujourd'hui, la délibération c'est la même, j'ai juste demandé au conseil municipal de désaffecter, déclasser et de céder conformément à l'évaluation de la parcelle cadastrée section BB en cours de numérotation 6 rue Ceux de Bien Fou pour une contenance de 425 mètres carrés au profit de côté. Donc il est demandé aux membres du conseil municipal d'abroger la délibération 01-2022 à date du 25-1-2022, de décider de désaffecter, de déclasser et de céder à 1 € le mètre carré la parcelle cadastrée section BB, numérotation en cours 6 rue Ceux de Bien Fou pour une contenance de 425 mètres carrés au profit de côté. D'approuver les conditions de la vente du petit terrain et d'autoriser M. le maire à signer l'acte de vente ainsi que tous les. Moi j'ai oublié, mais je crois que tous les documents. J'avais oublié le mot. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, pardon, j'ai juste une question. C'est déclassement de parcelles, c'est à chaque fois qu'on vend une parcelle, on doit déclasser. Parce qu'en fait, on le sort du domaine public privé et en fait, c'était tout un ensemble. Là, on a sorti ça, donc il faut donner le numéro de parcelle et c'est pour ça qu'il faut le déclasser. Donc là, en fait, on avait oublié de le faire voilà, précédemment à la délibération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais donner la parole au monsieur. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, questions diverses, je n'en ai pas reçu. Par contre, exceptionnellement, j'ai décidé de mettre à l'ordre du jour une demande de subvention qui peut être faite avant le 30 juin pour éviter de réunir encore un conseil municipal concernant les amendes de police. On a reçu un courrier samedi matin du département. Nous demandons donc de faire la demande avant le 30 juin pour une demande de subvention pour un montant minimal de 35 000 € hors taxes concernant des travaux et on peut toucher de 17 500 € à 21 000 € de subvention. Donc c'est bête de les perdre. Je pense que vous ne serez pas contre à ce qu'on les mette à l'ordre du jour. On ne sait pas si elles vont être attribuées, mais il faut que la demande de subvention parte avant le 30 juin. Donc pour éviter de refaire un conseil municipal d'ici fin juin, j'ai décidé de mettre donc ces amendes de police à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Et ça concernera notamment sur le pouvoir de la liberté, c'est pour les questions de mobilité et de sécurité qu'on peut avoir des subventions concernant les amendes de police. Voilà. Donc, Madame Kyriazidis m'a fait passer le dossier ce matin, avec notre DGS, pour pouvoir le passer. Ça serait bête qu'on perde la subvention. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, s'il y a des élus qui veulent intervenir pour Cotelup, conseiller communautaire ou pas, bien sûr. Marc Joubert. Bonsoir. Alors juste quelques petites infos qui ont été abordées et votées donc, lors de notre dernier conseil communautaire à la 19 mai. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la mission locale du LUB, pays de Sorgue et du Monde Vaucluse, là, ont entrepris la création d'une auto-école sociale, solidaire et itinérante. Donc ça c'est bien parce que c'est donc des jeunes, 18 à 25 ans. Voilà. Bien sûr dans la difficulté et avec une somme intéressante qui a été versée, effectivement, qui a été actée par Cotelup pour aider effectivement cette mission locale. Voilà. Après, ça concerne bien sûr nos fameux conteneurs de collecte textile, voilà, qui fait partie de la compétence Cotelup. Donc on vient de changer là, de prestataire, puisqu'apparemment il y avait des problèmes au niveau donc, de la collecte, du tri et autres. Donc là, on s'est orienté vers une entreprise locale
qui joue sur la carte de l'insertion, qui va s'occuper de l'implantation de 19 containers sur l'ensemble du territoire de Côte-de-Lune. Voilà. Donc ça c'est bien sur le fond et le principe. Par contre, on a demandé, il y a une question qui a été posée pour savoir quel était ou quel va être le devenir de ces textiles. Voilà, parce que c'est bien beau de les ramasser, voilà, de les collecter, mais après, si c'est pour les envoyer en Amérique du Sud, comme bien d'autres collectes, ça serait un petit peu dommage. Donc on a demandé à savoir comment ça se passait au niveau du recyclage. C'est quelle entreprise qui recycle? L'entreprise, c'est Provence TLC, et je crois qu'elle est implantée sur le territoire aussi de Pertuis. Ouais. Ouais. Donc on attend le retour de Côte-de-Lune, du service technique pour avoir ces infos complémentaires. Et après, c'est pas une arlésienne, petite info gymnase, intéressante, voilà, on a eu une réunion sur site il y a 3 semaines, puisqu'on avait noté un état assez insalubre dans le gymnase. Donc il y avait une directeur technique qui était là, une secrétaire de Côte-de-Lune et la responsable de la société en charge du ménage. Et donc on a appris que la championneuse du gymnase de Cadenet était en panne depuis 10 mois, aucune réparation avait été entreprise dessus, qu'acheter notre championneuse était trop cher, et donc la dite entreprise mandatait donc une personne pour nettoyer le couloir, la grande salle à la Serpillière, voilà, donc je pense qu'on va rester aux Olympiques de 2024, parce que je pense que c'est suffisamment armé pour ça. Et donc le dojo est précisément l'aspirateur, c'est la raison pour laquelle je ne vous parle pas de l'état des tatamis et du reste. Voilà, donc on a fait une collection de moutons. Donc on s'est engagé à essayer d'entreprendre quand même l'achat peut-être d'une nouvelle champouineuse, mais il faut attendre. Par contre, on a demandé à ce que le contrat avec la dite entreprise soit modifié pour aussi de voir s'ils pouvaient avoir déjà eux une champouineuse, mais ce n'était pas inclus dans le contrat. Voilà. C'est la sécurité aussi des gens qui jouent à l'intérieur de la salle de sport. Hein. Quand tu joues en balle et que ça glisse, parce qu'il y a de la poussière, tu te tords une cheville. Non, c'est pas que ça glisse, ça colle aussi. Donc il y a un gros souci. Voilà, donc il y a un gros souci d'entretien. Donc là, on s'est rencontré avec les directeurs techniques, puis on a rajouté une couche la semaine dernière auprès du président qui a été un petit peu estomaqué par rapport à ça. Donc la DGS qui a repris le dossier dans les bras, et j'espère que ça va avancer relativement. Après, on a eu une autre réunion, et Jean-Marc était là aussi au sein de Côte-de-Lune pour la rénovation du gymnase, puisqu'il y a des travaux normalement qui doivent être lancés, qui devaient être lancés. Et en définitive, il s'avère que suite à une sorte d'audit lancé auprès de l'entreprise, il faut refaire des études pour savoir s'il n'y a pas de l'amiante dans l'école utilisée notamment pour la mise en place du sol, sur les joints de fenêtres et autres. Donc ça relance l'étude, ce qui veut dire qu'il y avait des demandes de financement qui avaient été faites auprès de la région, du département. Donc ça tombe un petit peu à l'eau, donc ils sont un petit peu dans l'urgence pour renouveler tout ça et voir s'ils peuvent récupérer éventuellement des subventions. Quoi qu'il en soit, ce qui en ressort, c'est que des travaux vont être entrepris pour la grande salle Omnisport, qui devait être fait, qui est prévu pour juillet et août, mais il n'y a pas d'entreprise française qui travaille en juillet et encore moins en août. Donc sur le planning, normalement ça devrait démarrer en septembre, au moment de l'installation des associations, donc c'est très bien, et peut-être finir mi-octobre, si tout va bien. Voilà. Et concernant la salle gymnastique dojo, après l'étude générale qui a été faite, il s'avère que la construction date un peu, donc on pourrait éventuellement la faire visiter, et donc tout ce qui était prévu, notamment les panneaux solaires implantés sur la toiture, ne pourront pas résister éventuellement à la structure déjà en place. Donc, comme ça tergiversé, ça tournait en rond, la décision a été prise de le raser. Voilà. Donc, oui, il va être détruit et reconstruit à neuf. Mais par contre, on va repartir sur d'autres demandes budgétaires, de demandes de subventions, et donc ça relance tout ça, jour, 2 ans, 3 ans. Voilà pour les informations gymnase. Tu t'ennuies pas?
n'est pas Bretagne. Ah, mais c'est super. Voilà, donc au niveau des informations, merci Marc de ces informations très précises. Demain, donc, je suis en réunion avec Isabelle au niveau des petites villes de demain, avec Madame la sous-préfète à la Tourdaigue à côté d'U. Nous allons donc voir toutes les études, certaines sont lancées, d'autres sont à lancer, et voir un peu comment ce dispositif va s'articuler. Et on espère aussi avoir des subventions dans ce grand plan de relance qui avait été fait, dans les projets également, pas que dans les études. Donc nous allons voir tout ça demain avec Madame la sous-préfète à 10h à côté d'U.